Je crois que le titre dit l'essentiel, c'est-à-dire ce livre raconte les 2 ans qui ont suivi la perte de quelqu'un que évidemment j'adorais, qui était ma mère. Et au départ, c'était des notes que je prenais parce que j'avais... Je pense que finalement, le dialogue que j'avais avec elle, puisque comme je le dis dans le livre, j'ai toujours vécu ma vie 2 fois. Je la vivais une fois pour moi et puis une fois pour lui raconter. Puisque voilà, on avait des conciliabules constants. Et en lui racontant, j'allégeais toujours ma vie. Je la rendais plus drôle, je la rendais plus amusante. J'enlevais ce qui pouvait être dramatique. Et donc, finalement, ce récit rendait ma vie aussi plus lumineuse. Et tout d'un coup, elle disparaît. Et il y a eu un besoin d'écrire, qui était sans doute le besoin de continuer à raconter la vie, et à lui raconter la vie. Et donc ce journal, c'est les 2 ans qui suivent sa disparition. Au début du journal, je dis que je ne supporte pas les gens qui répètent il faut 2 ans pour faire un deuil. Faire un deuil, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on est tous tellement uniques, on a tous des relations tellement uniques. Qu'est-ce que c'est que cette idée de 2 ans pour faire un deuil? Et à la fin du livre, je découvre que oui. Je croyais que j'étais dans une errance et en fait j'accomplissais un chemin. Voilà. On a tous à réapprendre à vivre quand on a perdu les êtres sur lesquels on s'appuyait, et surtout quand tu disparais une énorme quantité d'amour qu'on reçoit et qu'on donne. Donc voilà, c'est un journal qui est un journal d'obscurité puis de lumière. Tout à fait. Le début de ce journal, c'est un peu les moments presque quotidiens, presque minute par minute de cette mort, de ces gestes qu'on est obligé de faire, au début de cette incompréhension, ce refus, et puis peu à peu, c'est vrai que le chemin va vers la lumière. Et en plus, mais votre mère, mais comme j'aurais aimé la connaître. Vous avez raison. Bien sûr, oui, oui, il y a des gens qui se construisent contre leurs parents. Et beaucoup d'écrivains, d'ailleurs, qui ont écrit sur leur mère, sont dans un rapport de conflit. Moi, absolument pas. Je suis purement un fils. Hein, c'est-à-dire que j'ai hérité. J'ai hérité de ses passions, de ses goûts, de ses curiosités, de son énergie aussi, de son enthousiasme. Et donc c'est pour ça que c'était d'autant plus difficile de vivre après, parce que ma tristesse ne lui aurait pas plu. Elle se serait attristée que je sois triste. Donc j'avais un devoir de bonheur. Et le livre raconte comment il est difficile à accomplir. Je ne suis pas un bon élève. Comment il est difficile à accomplir ce devoir de bonheur, c'est-à-dire que j'essaye de continuer à être heureux et je n'y arrive pas, parce qu'il y a vraiment des moments extrêmement difficiles. Et puis comment finalement... Oui, j'y arrive parce que je lui dois le bonheur. Je lui dois pas seulement la vie, à un moment je le dis dans le livre, je lui dois pas seulement la vie, je lui dois la vie heureuse. Parce qu'elle avait une conception de la vie qui faisait qu'on devait la goûter, qu'on devait cultiver le plaisir, l'instant, la rencontre avec les autres, la sensualité, etc. Donc voilà, c'est comme un réapprentissage de la vie adulte. Et c'est une réflexion aussi sur le bonheur. À un moment, je dis que le bonheur, il a forcément des rides et des cicatrices. Je veux dire, n'est heureux que quelqu'un qui a été malheureux. Je veux dire, il n'y a que la tristesse qui fait comprendre ce qu'est la joie. Et donc les sentiments, ils ne sont pas célibataires. Hein. Les sentiments, ils vont toujours par deux. La joie va avec la tristesse, l'espoir va avec le désespoir, le doute va avec la confiance. Je veux dire, c'est des couples. Il faut qu'on trouve notre place dans ces couples-là. Parce qu'une joie qui ne se sait pas joie, d'abord elle s'ignore, donc une joie sans la tristesse, ce n'est pas une vraie joie, et elle peut même disparaître. Tandis qu'une joie consolidée par la tristesse, c'est une vraie joie. Donc c'est aussi, pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup réfléchi à la façon d'épouser la vie, en fait. C'est un livre sur la vie, hein, c'est pas un livre sur la mort. Mais c'est un livre, enfin, c'est plusieurs livres, en fait, ce livre-là, parce qu'il y a un peu un mystère aussi, dont vous nous parlerez peut-être. Plusieurs une mystères, recherche, oui. Plusieurs mystères. Et puis, il y a aussi
un portrait d'homme derrière cette femme. C'est un autoportrait aussi. C'est une découverte d'un garçon qu'on ne connaît pas si bien et comment il a grandi avec l'appui d'une mère, comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et finalement, en parlant d'elle, vous parlez beaucoup plus de vous. Oui, mais en même temps, mon but, c'est pas parler de moi, c'est de parler de nous. Hein, c'est prendre une histoire personnelle, mais pour parler de nous, du rapport qu'on a avec ceux qui nous ont donné la vie. Oui, bien sûr, je pense qu'en creux, il y a un portrait. Elle croyait tellement en vous. Ben voilà, moi, je suis l'histoire d'un enfant qui a cru à ce que croyait sa mère. Elle a vu en moi quelqu'un d'absolument merveilleux, et pas de peau, je l'ai cru. Elle a fait de vous un surdoué, quoi. Oui, non, mais ça, c'est mon père aussi, parce que comme je suis arrivé au monde pas fini, mon père était très, très inquiet et m'a beaucoup stimulé. Et en me stimulant autant, je pense que... Voilà, donc ma vie, c'est... Comment dirais-je? L'inquiétude pour autrui, elle a deux visages. Elle a le visage Enfin, le souci de l'autre, plutôt, il a deux visages. Il a le visage de l'inquiétude, il a le visage de la tendresse. Moi, j'ai eu les deux avec mon père et ma mère. Bon, mon père, c'était le souci de moi, mais dans l'inquiétude, parce qu'il se demandait si son fils n'était pas débile, puisque je suis arrivé pas fini. Donc, il était kinésithérapeute en plus, donc il m'a stimulé. J'ai passé, je pense, 30 ans de ma vie à rassurer mon père, en doutant d'ailleurs d'y être vraiment, vraiment arrivé, j'en parle. Et puis l'autre aspect du souci, c'est la tendresse. Et ça, c'était le côté de ma mère. C'est-à-dire qu'elle avait parfaitement confiance et elle me délivrait beaucoup d'amour. Donc voilà, moi, je suis un enfant qui a répondu à la fois à l'inquiétude du père et à la tendresse de la mère. J'avais noté cette phrase, elle se souciait de mon bonheur, il doutait de ma réussite. C'est une phrase terrible. Oui, mais en même temps, c'est dynamique. Quelqu'un qui... Non, mais je veux dire, c'est vrai, Je crois qu'il nous faut à la fois de l'amour inconditionnel et de l'amour conditionnel. Sans les deux, on pousse mal. Je veux dire, un amour inconditionnel, moi, c'était celui de ma mère, qui de toute façon m'aimait, quoi que je fasse. Et puis, d'un côté, un amour conditionnel, celui de mon père, je t'aime si tu réussis, si tu te comportes comme ça, si... C'était bien, c'est un principe... J'avais à la fois un bon terreau, la tendresse pour pousser, et un tuteur, l'inquiétude conditionnelle pour m'élever. Et c'est aussi un livre de mystères, on le disait tout à l'heure, vous dites au pluriel. Alors, quels sont ces mystères? Non, ben on va pas le... Mais c'est vrai que... Tu peux. Oui, ben, forcément, quand quelqu'un meurt, il y a des questions qui sont en suspens, les choses qui ne se sont pas dites. Et puis il y a les secrets de famille, ou ce qu'on croit des secrets, ou parce que parfois on veut qu'il y ait des secrets aussi. C'est assez complexe ce que je vais raconter dedans, je ne vais pas le dévoiler. Non, il ne faut pas tout dire. Voilà, mais voilà, il y a des enquêtes, puis il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous disent « j'ai des choses à vous raconter sur votre mère ou sur votre père ». Personnellement, je trouve ça insupportable. Quelqu'un qui vient me dire quelque chose sans que je puisse vérifier après avec la personne vivante si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est quelque chose d'excessivement déplaisant. Donc, il y a moi ma propre enquête d'enfant qui se demande qui sont ses parents, de qui vient-il véritablement, qu'est-ce que j'ai d'eux, qu'est-ce que je n'ai pas d'eux, etc. Donc il y a une véritable enquête. Et puis c'est vrai que j'avoue dans le livre que mes rapports avec mon père étaient plus compliqués et que dans le travail du deuil, il y a eu tout d'un coup aussi un retour vers le père. C'est-à-dire comment, au fond, le dernier cadeau de ma mère, c'est de me reconduire vers mon père. Voilà, mais ça c'est un chemin de 2 ans. Mais c'est aussi un livre universel, c'est-à-dire que c'est votre livre, c'est votre histoire, et c'est à nous que vous parlez. Ah oui. Et c'est nous qui ressentons tous le même sentiment. Ce sentiment-là, oui, est incroyablement universel. J'aurais pas fait autrement. Je veux dire, je fais partie des écrivains qui ont de l'imagination. Hein. Je veux dire, ça va, j'ai pas besoin de le prouver. Donc, si je pars d'un fait de ma vie, c'est parce que je pense que à travers ça, je peux parler aux autres comme je parle à travers des fictions ou à travers des pièces de théâtre. J'ai aucune envie de parler de moi. J'ai envie de parler de nous
à l'occasion de moi, si vous voulez, mais pas plus. Et oui, bien sûr, parce que c'est aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur l'âge. On passe sa jeunesse à se préparer à vivre, et puis après on passe sa vieillesse à se souvenir qu'on a vécu. C'est débile. Je veux dire, il faut occuper le présent. Et dans le livre, moi, je raconte comment des choses qui semblaient être des divertissements, des divagations, en fait, étaient des façons de revenir au présent. Par exemple, dans les 2 ans qui ont suivi la mort de ma mère, j'ai beaucoup joué sur scène. Je suis énormément monté sur scène pour jouer Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ou pour jouer Madame Piniska et le Secret de Chopin, et d'autres choses, même Carmen, que je viens de jouer au Canada. En fait, au début, j'ai cru que c'était... Je prenais le divertissement comme une méthode de deuil, et je m'en voulais. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non. Il y avait quelque chose que j'apprenais en étant sur scène, c'était à vivre dans l'instant présent. Et il n'y a pas d'autre solution que de vivre dans l'instant présent. Donc, je réfléchis à ça, à ce culte du présent. Puis je montre aussi, je pense... la complexité d'un travail de reconstruction de soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, bon, on est philosophe, enfin moi je suis philosophe de formation, tout d'un coup ça ne me sert pas à grand-chose. Parce que j'ai beau concevoir les choses clairement, je n'arrive pas à les ressentir. J'ai beau vouloir le meilleur pour moi, je n'arrive pas à l'activer affectivement. Je me rends compte aussi que la foi n'aide pas. C'est là maintenant sur Terre qu'on souffre. Puis la foi, c'est pas un savoir. La foi, c'est une façon d'habiter l'ignorance. Donc tout d'un coup, on se trouve très dépourvu aussi avec ça. C'est-à-dire ce que je croyais être mes aides pour traverser un moment de difficulté existentielle ne m'aidait pas tant. Et tout d'un coup, je découvre que ce qui m'aide, c'est monter sur scène, c'est un chien, mes chiens, qui vivent totalement dans le présent, qui se réjouissent chaque matin de se lever, ce que n'est pas mon premier réflexe, etc. Donc tout d'un coup, j'ai d'autres professeurs de bonheur que ma mère, qui a disparu, et ça peut être des êtres auxquels on ne ferait pas attention, comme des chiens, etc., mais qui deviennent tout d'un coup des vrais professeurs d'aujourd'hui, des professeurs de joie, des professeurs de présent. Donc je montre comment aussi mes frontières se déplacent. Bien sûr, la philosophie m'aide. Elle m'aide à formuler, etc., etc. Mais entre concevoir et sentir, il y a un gouffre. Et puis il y a l'écriture, Éric Oui. Emmanuel Schmitt, l'écriture de ce livre particulier avec des courts chapitres, des chapitres plus longs. On ne sait pas si c'est réécrit après ou si c'est jeté jour après jour. Il y a les deux. Il y a une tension permanente dans ce livre aussi liée à l'écriture qui a dû être très importante pour vous aider. Il y a les deux. Il y a tous les aphorismes ou les pensées du jour qui tombent, mais il y a aussi des grands moments de récit où je raconte des éléments fondateurs de la vie. Je dis aussi mon amour profond du théâtre. J'ai jamais écrit autant de textes sur le théâtre que dans ce livre. Mais c'est un journal, et en même temps, il y a quand même une structure. Quand je l'ai réécrit pour le livre, j'ai pas tout gardé, j'ai allongé certaines choses, et puis surtout, comme j'avais le recul, j'ai mis cette structure d'attente qui sont les mystères successifs qui vont accompagner ces 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a toujours des questions en suspens qui vont trouver leur réponse que plusieurs pages après. Donc j'ai redonné une structure dramatique au journal. Voilà. Parce qu'un journal, ça n'a pas de forme, puisque un journal, c'est la vie qui l'écrit. Tandis qu'un roman, ça a une forme, puisque c'est l'imaginaire qui l'écrit. Donc j'ai quand même fait en sorte que ça soit à la fois la vie qui l'écrive, et en même temps l'imaginaire, donc j'ai redonné une structure dramatique. Est-ce que vous seriez fâché si je vous disais qu'on lit ce livre un peu les larmes aux yeux quand même ? Si c'est des bonnes larmes, c'est-à-dire des larmes qui vous ramènent à l'essentiel, je serais content. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de pathos du tout, surtout pas, d'abord parce que ma mère était très pudique et moi aussi, ça c'est vraiment une chose dont j'ai hérité, mais je pense qu'il ne faut pas fuir les émotions, au contraire.
Et c'est aussi un livre sur les émotions. Et c'est parfois le hiatus qui est entre les réflexions et les émotions. Parce que ce qu'on dit, on n'arrive pas à le sentir. Ou ce qu'on sent, on n'arrive pas à le formuler. Donc c'est aussi un livre là-dessus. Mais moi, je l'ai écrit sur la crête de l'émotion à chaque instant. Vous dites à un moment, j'ai cru au regard de ma mère, quelle belle déclaration, et d'amour et de force que ce regard-là, effectivement, et cette croyance-là qui est certainement la plus belle. Et quand je dis que c'est un livre qui nous touche tous, c'est parce que vous nous donnez l'impression que vous l'avez écrit pour chacun d'entre nous, et non pas pour vous. Ah oui? Ce qui est quand même l'essentiel de la littérature. Oui. Non, je pense que j'ai suffisamment fait de livres pour qu'on sache que je n'écris pas pour parler de moi. J'écris pour parler de nous, pour parler de la condition humaine, parce que je suis toujours en train de l'apprivoiser, moi, la condition humaine. La fragilité de la vie, le fait qu'on soit si vulnérable, à la fois intellectuellement, physiologiquement, psychologiquement, affectivement. Je suis toujours en train d'essayer de m'habituer au fait que nous sommes sur un fil et on peut toujours tomber à chaque instant. Donc oui, je parle de nous, c'est évident. Et puis la forme du journal le permet, puisqu'il y a beaucoup d'aphorismes, beaucoup de réflexions comme ça que je peux détacher. Moi, en tant que philosophe, j'aime beaucoup lire les philosophes aphoristiques, enfin ceux qui n'écrivent pas un essai ou un traité. J'adore lire Marc Aurèle, Pascal ou Nietzsche, parce que c'est des éclats de sens. Et parfois, un éclat de sens, ça vous éclaire plus qu'une architecture systématique d'un grand traité, etc. Parce que l'éclat de sens, on peut se l'approprier et puis en faire un vade-mecum et avancer avec. Eh bien, en tout cas, c'est une très belle histoire d'amour, et ce journal d'un amour perdu, Éric Emmanuel Schmitt, c'est à la fois l'universalité de la douleur et celle de l'écriture. Merci beaucoup. Merci.